Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment étudier ton sol pour justement l'améliorer, pour l'optimiser pour ton autonomie alimentaire. Je vais également te partager tous les points à observer au fur et à mesure de l'étude de ton sol, comment faire les tests et plein d'autres infos intéressantes. Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du sol, de la terre, de sa texture et comment l'optimiser pour justement optimiser notre autonomie alimentaire. Il ne faut pas oublier que les légumes vont pousser dans le sol et donc vont se charger de nutriments bons pour notre santé, justement grâce à la qualité de notre sol. Donc c'est un point qui est vraiment très important et qui pourtant est très souvent négligé par la grande majorité des gens qui font un potager. Ils mettent des engrais, ils mettent plein de choses sans savoir en fait de quoi son sol a vraiment besoin. Et c'est pourtant un point très important. Alors il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va aller au niveau du son pour cette vidéo, parce qu'il faut que je t'emmène en fait en haut, là où je vais pouvoir faire donc mes prélèvements. Alors un point important, c'est que lorsqu'on veut étudier sa terre, en fait on le fait aux endroits où l'on va créer son potager. Et si on crée partout, il faudra faire des prélèvements un peu partout sur son terrain. Parce qu'en fait, d'un endroit à un autre, ça peut se jouer à quelques centimètres près. On peut avoir un terrain qui est complètement différent. Chez moi, par exemple, si je suis tout en haut, j'ai un peu de terre, donc il y a la terre en surface, mais en dessous, c'est principalement du sable. Et on sait que les racines vont, pour certains légumes ou plantes, profondément s'ancrer en fait dans le sol, et donc vont chercher leurs nutriments au niveau de différentes strates au niveau du sol. Donc c'est très intéressant en fait de faire des trous d'au moins 30 à 40 cm dans le sol pour pouvoir justement creuser profondément pour voir qu'est-ce qu'on a en dessous de la surface. Ce qui est très important à retenir lorsqu'on va justement étudier sa terre, c'est donc déjà de l'observer, de faire son test de terre, et cela va nous permettre justement de savoir de quoi elle a besoin pour être optimisée par rapport à ce qu'on va pouvoir planter par la suite. Donc il existe plusieurs types de sols. Pour faire simple, nous allons les classer par texture. Il y a le sol sableux qui est plutôt léger, se draine très vite. Il est pauvre en nutriments, facile à travailler. Par contre, il sèche vraiment très rapidement. Il y a le sol limoneux qui est fin, fertile, mais peut former une croûte dure en surface et se compacter. Il y a le sol argileux qui est riche mais lourd. Il colle aux bottes, il met du temps à se réchauffer. Par contre, il garde bien l'eau, peut-être même un peu trop. Il y a le sol humifère qui lui est noir, riche en matière organique, parfait pour les cultures mais rare naturellement. Ensuite le sol calcaire, blanc, plutôt très clair, drainant. Il a un pH élevé qui bloque certains nutriments. Voilà, je t'emmène avec moi dans le trou de ma Walipini qui est en cours de construction. Juste pour te montrer en fait un peu le sol. Il faut bien noter que tous les sols sont différents d'un endroit à un autre. Moi je rappelle, je suis donc dans les Vosges du Nord à 700 mètres d'altitude, donc je suis en pleine, on va dire, moyenne montagne. Ici on est connu pour le grès des Vosges au niveau des pierres. Et donc voilà, au niveau de mon sol. Là tu peux voir, c'est toute la zone donc avec l'herbe. On peut voir qu'il y a une couleur plutôt brune qui est en fait la première couche qui va être celle qui va être intéressante au niveau du potager, puisque la grande majorité des légumes, on va dire, vont vraiment baigner là-dedans. Donc on peut voir ma terre est brune et plutôt pas mauvaise, mais au fur et à mesure, il faut quand même savoir que beaucoup de légumes ont des longues racines, même les arbres fruitiers, tout, ont des racines très grandes qui vont aller très loin. Et donc tu peux voir au fur et à mesure qu'on descend, on a de plus en plus de sable. Et donc voilà, c'est ça c'est ma terre. Mais je trouve ça vraiment très intéressant en fait lorsqu'on creuse de voir en fait la différence de terre que l'on peut avoir. Et donc on peut voir qu'elle est vraiment très riche en haut. Et par contre, plus on va descendre, et plus ça va devenir sableux, c'est-à-dire très drainant, ce qui est plutôt intéressant puisque les racines, sur une bonne partie en fait des plantes, n'aiment pas avoir les racines qui baignent dans l'eau.
Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a du sable. Par contre, l'inconvénient, c'est que dès qu'il y a du soleil, eh ben, ça ne garde pas l'eau. Donc il faut arroser davantage. Donc on va voir dans cette vidéo comment améliorer son sol. Nous allons faire le test de la terre, donc en bocal, mais également le test du boudin et le test de pH pour connaître le pH en fait de sa terre. Ici, ça c'est la terre que j'ai donc prélevée au niveau donc de ma serre pour les boutures d'hiver. Qui est donc aussi près de ma zone en fait du potager des annuels. Et dans ce pot, je vais mettre donc la terre que j'ai prise à la Walipini. Le prélèvement doit s'effectuer à peu près à 30-40 cm donc sous terre. Et donc l'idée est de mettre donc sa terre dans un bocal. On va ajouter également donc de l'eau. On va laisser l'eau s'infiltrer. On peut voir les petites bulles d'air qui remontent. Voilà, je vais déjà secouer une première fois, juste pour bien mélanger l'eau. Voilà. Je rouvre un tout petit peu. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Voilà, je vais à peu près laisser ça. Donc l'idée, le test du bocal, c'est donc de mélanger maintenant pendant quelques minutes. On va dire 2-3 minutes. On va bien secouer dans tous les sens. Voilà, donc là j'ai bien mélangé donc, mes deux bocaux. Je vais faire ça à peu près toutes les 2 heures. Pendant toute la journée, et puis je regarderai ce soir et puis je pourrai encore voir demain. Si tu regardes de près, tu peux voir, il y a certains, en fait ça va commencer à se détacher. On va avoir une couche argileuse, une couche de sable, une couche de limon, et tout ce qui remonte, ce qui est le plus léger en fait, va remonter tout en haut à la surface. Et ça c'est davantage les petits débris, ce qui peut y avoir en fait au niveau de la terre, des racines, des choses comme ça. Voilà, donc là on peut quand même déjà voir une couche de sable, une couche un peu plus foncée qui est certainement de l'argile, ensuite le limon. Mais bon, voilà, on va laisser, on va le refaire ça encore plusieurs fois au cours de la journée. À présent, on va pouvoir faire, comme j'ai déjà fait le mélange, c'est bien mélangé, on va faire le test donc du pH. Donc moi j'utilise ça, j'achète ça, c'est pas très cher, je crois que ça vaut dans les 6 € à la pharmacie. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai. En fait, c'est un carnet avec des languettes. Il est vraiment très vieux, hein. Il doit avoir 10 années déjà. Mais ça peut être suffisant déjà pour faire le test de pH. Donc ce que je vais faire un test de pH par bocal. Puisqu'on veut vraiment étudier chaque zone de son terrain. Alors, il suffit juste de le tremper comme ça et on va le laisser agir. Et puis, on peut le poser en fait sur la table. Voilà, ça va être assez rapide pour connaître le pH. Le pH est également un facteur très intéressant pour connaître en fait la qualité de son sol et voir ce qui est à faire ou non. Donc dans ce petit carnet, on a en fait les différents pH par rapport aux différentes couleurs. Donc c'est un simple test en fait de pH urinaire, hein, si jamais. Voilà, donc là on peut voir qu'on serait plutôt, je dirais, vers 5,5. Et ici, c'est vraiment entre les deux, entre 5,8 et 6,2 à peu près. Donc là, on a nos données. Bien sûr, je t'invite à le remplir dans si tu as un carnet du potager ou un agenda ou un bloc-notes. Voilà, la consistance, elle doit un peu ressembler à celle de lorsqu'on fait une pâte sablée maison. Un peu granuleuse, mais quand on appuie, en fait, ça crée un boudin. Donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de prendre la terre, on va essayer de faire un boudin et ensuite on veut regarder ce que ça donne. Donc on enlève les petites pierres. Et là l'idée c'est qu'on aimerait en fait faire un cercle, faire un rond. Donc là on peut voir déjà, ça va être assez compliqué. Ouais, donc comme là tu peux voir que pour chez moi en fait c'est très compliqué d'avoir un boudin.
Bon, ça se tient, mais en fait, plus ça s'effrite, plus ça veut dire que la terre est sableuse. Si ça colle à la main, ça va être plutôt une terre argileuse. Et si ça se stabilise bien, si c'est entre les deux, c'est une terre qui sera donc plutôt limoneuse. Donc l'idée, c'est de faire maintenant donc, le test du cercle. Et donc tu peux voir chez moi, vraiment ça se casse de tous les côtés. En fait, peu importe ce qu'on veut faire, en fait la terre se casse. Donc c'est vraiment une terre qui est davantage sableuse que argileuse ou limoneuse. Donc à présent, nous allons faire un autre test. C'est un test pour savoir en fait si le sol va plutôt garder l'eau ou s'il va bien drainer l'eau. Voilà, je viens de mettre l'eau dans la Walipini en attendant que l'eau se draine dans le sol. J'avais juste envie de partager pourquoi pour moi c'est très intéressant et important en fait de connaître son sol. C'est parce que justement depuis que je suis là, je me rends compte à quel point c'est très difficile d'avoir des beaux légumes, déjà notamment parce que c'est un sol sableux. Et donc j'ai fait mes recherches pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce sol, pour avoir davantage de plantes, mais aussi des plantes qui vont pousser bien mieux l'année prochaine. Bon, en tout cas ça va commencer l'année prochaine parce que bien sûr ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, il va falloir du temps. Et aussi donc chaque zone en fait est complètement différente les unes des autres. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis en haut, donc je suis vraiment dans ma forêt nourricière. C'est donc un terrain en pente, mais comme tu as pu voir au niveau donc, du trou de la Walipini, j'ai quand même 40 cm, je dirais, de bonne terre avant d'arriver sur vraiment la zone où c'est que du sable, quasiment. Donc c'est un sol, je sais qu'ici j'ai pas besoin spécialement de travailler le sol, je sais que je peux le laisser naturel et au fur et à mesure j'apporterai ce dont cette partie a besoin pour être nourrie et pour avoir justement des bons nutriments pour les donner après à mes légumes et aux fruits. Ensuite la partie donc, qui est celle donc, du potager, c'est complètement différent parce que c'est un endroit qui est donc sur les abords en fait de la maison. C'est comme je t'en ai déjà souvent parlé, c'est un endroit en fait il n'y avait pas de terre, il y avait peut-être 2 cm de terre et tout de suite en dessous c'était que des cailloux, des cailloux qu'on met en fait, tu peux voir ça ici. Voilà, là tu vois c'est que des cailloux en fait, ici la zone plate autour du chalet. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, je vais essayer de me mettre un peu à l'abri du vent. Ouais, c'est pour ça qu'à l'époque, en fait, la première année, j'ai creusé donc 5 rangées dans le sol en fait qui faisait donc 1,20 m de large sur 3-4 mètres de long sur 20 à 30 cm de profondeur. Donc j'ai enlevé tous ces cailloux pour commencer et donc j'ai créé mes buts de permaculture. Parce qu'il fallait créer de la terre, il fallait quelque chose. Donc voilà, c'était mon point de départ sur la partie donc potager donc qui devient donc le potager des annuels et ensuite j'ai donc le potager donc des perpétuels qui est donc à l'arrière, c'est-à-dire c'est là où j'avais avant mon mandala des menthes. Voilà, je rentre, ça ira un petit peu mieux ici. Et donc le potager des perpétuels, c'est pareil, c'est également le terrain en pente. Avec toujours une bonne partie de terre au départ, mais après toujours du sable. Donc pour moi, comme j'ai une terre qui est plutôt sableuse, je vais amender de manière à enrichir le sol et apporter des éléments qui vont justement garder les nutriments près de là où je vais planter, donc près du potager, près des racines de mes plantes. En tout cas au plus proche de la hauteur. Donc c'est une zone où effectivement, comme j'ai beaucoup de sable, il va quand même falloir que je travaille un peu le sol, mais ça ne faire que la toute première fois. C'est-à-dire que c'est pas un travail où je vais en profondeur, c'est-à-dire je vais uniquement travailler dans les 10 premiers centimètres de la terre pour justement l'enrichir, amener des éléments nutritifs et qui vont donc garder l'humidité. Et ensuite je ne touche plus. Et ensuite je ferai justement en fait de l'amendement suivant cette partie, qu'est-ce qu'elle a besoin pour être bien nourrie, pour justement apporter ce qu'il faut pour donc mes légumes. Sachant que c'est donc le potager des perpétuels, donc je ne vais pas retravailler par la suite puisque ce sont après des vivaces qui vont rester pendant de nombreuses années sur place. Il y a également l'observation de la flore spontanée qui est vraiment très intéressante, c'est-à-dire les plantes sauvages qui poussent spontanément dans les allées autour du potager, en fait sur le terrain. L'idée est de les observer pour avoir en fait des indications sur la qualité de son sol. Elles apparaissent naturellement selon les conditions locales, donc suivant l'état en fait de sa terre, sans intervention humaine. Et donc il suffit juste d'observer ce qui pousse pour comprendre ce qui se passe sous la surface. Les plantes qui indiquent un sol riche en azote, un sol compact, ce sera par exemple l'ortie, le rumex, le chardon, la morelle noire, la renouée persicaire.
Si tu as cette terre, tu vas avoir besoin d'aérer, de couvrir durablement et d'introduire donc des racines décompactantes. Les plantes qui vont indiquer un sol lourd, ce sera plutôt le pissenlit, le plantain, le liseron, l'apsame commune, le chénopote blanc. Donc là, il sera intéressant d'intégrer des racines pivotantes, améliorer la structure par paillage ainsi que la vie biologique. Les plantes qui vont indiquer un sol équilibré, aéré, un bon taux d'azote, ce sera plutôt le trèfle blanc, le trèfle incarnal, le luzerne sauvage, le lotier, la vesse. Donc là, c'est un sol qui est propice aux légumes, c'est vraiment un très bon départ pour les cultures. Les plantes qui vont indiquer donc un sol acide, pauvre en nutriments, ce sera plutôt la mousse, le lichen sur les pierres ou le sol, les fougères aigles, la bruyère commune. Ce qui est intéressant, donc là, ce sera d'apporter des matières organiques, d'équilibrer le pH avec des apports calcaires modérés. Il y a quelques plantes qui indiquent le sol humide, hydromorphe, ce sera plutôt la menthe sauvage, la glycérie, la skirpe, la lèche, l'iris des marais. Et donc là, ce qui est intéressant, ce sera d'installer des plantes adaptées ou améliorer le drainage selon les usages. Voilà, ça fait déjà 40 minutes que j'ai mis donc le premier seau d'eau pour en fait humidifier la terre avant de faire le test donc de perméabilité du sol. J'avais envie d'en profiter pour te dire que je travaille sur un nouveau livre, en fait 2 livres. Il y aura un livre où vraiment je vais te partager toutes les recherches que je fais actuellement pour justement me lancer dans cette autonomie alimentaire. Et surtout, ce qui est le plus utile je trouve pour moi, c'est un bullet tracker en fait pour tout noter de ce que je fais ici. Donc que ce soit mes relevés au niveau de la terre, mais également tout ce que je vais amener au fur et à mesure de l'année, parce que je trouve ça vraiment très très important et surtout très utile. Donc voici, au bout de 40 minutes, il y a encore pas mal d'eau, ce qui est quand même plutôt un bon signe. Donc là, 2 heures après, on peut voir qu'il y a encore de l'eau avec le premier arrosoir. Voilà, nous sommes 3 heures après. Il reste encore un peu d'eau donc du premier arrosoir. Je vais à présent y verser le deuxième arrosoir et puis je vais noter l'heure pour voir combien de temps il va falloir pour que le deuxième seau soit absorbé par le sol. Voilà, nous sommes à 1h10 du deuxième arrosage. Donc là, tu peux voir, ça allait beaucoup plus vite que ce matin. Donc à partir de 30 minutes, si tu as encore de l'eau après 30 minutes, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que ton tien retient bien l'eau. Maintenant, je pense, vu ce qui reste, je pense que je dois être à une moyenne de 1h30 à peu près, ce qui est plutôt un bon ratio au niveau de l'humidité pour mon potager. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, 24 heures sont passées depuis que j'ai rempli les bocaux. Je vais pouvoir prendre donc avec la règle les mesures. Donc tu peux voir vraiment tout en bas j'ai donc du sable. Ensuite il y a la couche de limon et ensuite la toute petite couche c'est la couche d'argile. Puis ensuite donc l'eau, toutes les matières organiques en fait au niveau de la terre. Et donc je vais faire ça pour donc les 2 bocaux et ensuite je vais en prendre note dans mon carnet pour le garder en mémoire. Et ensuite je vais donc remplir mon triangle des textures en prenant justement chaque mesure que j'ai prise avec ma règle afin de savoir qu'est-ce que j'ai comme terre, donc soit une terre argile, argile sableuse. Donc voilà, tu peux voir un peu tous les types de sols qu'il existe. Je ferai une vidéo vraiment dédiée vraiment à l'étude de mon cas pratique où tu puisses voir vraiment comment bien utiliser le triangle des textures. Et comment je vais adapter ce que je vais mettre en place ici sur mon terrain pour justement optimiser chaque parcelle et chaque zone en fait chez moi. Tu peux télécharger donc ce triangle des textures directement sur mon blog, donc le havredelachouette.com. À présent, nous allons voir donc le sol et ce que nous pouvons mettre en place. Donc le sol compact est un sol où l'air circule mal. L'eau stagne et ruisselle et les racines ont du mal à se frayer un chemin. Donc il est souvent le résultat de piétinements répétés, d'un labour profond ou de l'absence de matière organique. Un sol compact étouffe la vie souterraine vers de terre, micro-organismes, ralentit l'activité fongique et rend les plantes plus sensibles aux maladies et au stress climatique. Comment l'aider ? Il suffit de planter des radis fourragers, des radis chinois. Ce sont des grosses racines pivotantes qui créent donc des canaux qui vont ameublir le sol. De la moutarde blanche qui ont des racines fines mais vigoureuses qui forcent un passage même en sol serré. Ou la consoude, racines très profondes, excellent pour amener les minéraux des couches inférieures. Il est possible aussi de pratiquer le non-travail du sol, c'est-à-dire ne jamais retourner le sol à la bêche ou au motoculteur.
Un retournement profond casse les réseaux fongiques, donc c'est-à-dire les mycorhizes, qui vont donc perturber la faune du sol et provoquent souvent un tassement en profondeur. Donc il vaut mieux préférer des gestes légers, comme la grelinette, pour aérer en surface sans bouleverser les horizons. Tu peux également apporter un apport régulier de matière organique, comme du BRF, donc c'est le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire des feuilles mortes, du foin propre, de la paille, du compost de surface, et tu épands tout régulièrement. En fait, c'est du compost mûr qu'il faut mettre en fine couche sur le sol. Donc tu n'as vraiment pas besoin d'enfouir, c'est-à-dire que les micro-organismes et la faune vont déjà l'incorporer tranquillement au fil du temps. Alors le sol drainant, c'est souvent un sol donc sableux ou caillouteux qui laisse passer l'eau trop rapidement. Donc il va se dessécher vite après la pluie, il ne retient ni l'humidité ni les éléments nutritifs et les plantes y souffrent de stress hydrique et de carence minérale. Donc la vie microbienne, elle peine aussi à s'y installer. Alors comment l'aider? Tu peux pailler abondamment pour retenir l'eau, couvrir en permanence le sol avec un paillis épais d'au moins 8 à 10 cm. Sous ce paillis, en fait, le sol gagne en structure grâce à l'activité des champignons et des vers de terre qui vont donc remonter naturellement la matière organique. Il est également possible donc d'y cultiver des fixateurs d'azote, c'est-à-dire semés ou intégrés dans la rotation des plantes légumineuses. Ces plantes vivent en symbiose avec des bactéries qui fixent l'azote en fait de l'air pour enrichir le sol en azote assimilable. Et aussi, elles s'enracinent profondément, elles aèrent et ameublissent en profondeur, ramenant également des minéraux. Donc on peut aussi faire un apport régulier de matière organique, c'est-à-dire du fumier composté ou du biochar. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir l'article de blog où je te donne la recette pour faire ton biochar maison, parce que ça coûte quand même relativement cher si tu veux en acheter. Donc ça va permettre d'améliorer la capacité du sol à retenir l'eau et les nutriments, stimule la vie microbienne, structure le sol sur le long terme, augmente la capacité d'échange cationique, donc retient mieux les nutriments et va donc favoriser les habitats pour les micro-organismes bénéfiques au sol. Un sol acide, c'est-à-dire un pH en dessous de 6, est souvent le résultat d'une forte décomposition organique, d'un climat humide, de lessivage répété par la pluie ou la neige. Donc les signes typiques en fait d'un tel sol, c'est la mousse ou les fougères spontanées, la chlorose des feuilles, c'est-à-dire le jaunissement sur les vieux feuillages, la croissance lente des plantes et la dominance de plantes bio-indicatrices qui sont donc acidophiles. C'est très souvent une terre que l'on retrouve aux abords des forêts. Comment l'aider? Tu peux ajouter de la cendre de bois, donc modérément. La cendre de bois propre est naturellement riche en potasse et calcium, les éléments donc, qui adoucissent le sol acide. Tu peux apporter donc des coquilles de broyées. Donc les coquilles sont une source lente de carbonate de calcium, donc broyées très finement et incorporées donc soit en surface, soit dans le compost. Elles aident à remonter le pH en douceur. Leur action est très progressive. C'est donc un excellent complément dans un travail sur le long terme. Un sol calcaire, c'est donc riche en carbonate de calcium, se reconnaît souvent par un pH élevé, c'est-à-dire supérieur à 7,5, une terre qui va être claire, caillouteuse, des croûtes blanches en surface par temps sec. Donc il y a des carences en fer et en manganèse, donc on peut le voir avec les chloroses en fait des jeunes feuilles, des jaunissements sur les feuilles, et une difficulté pour certaines plantes acidophiles en fait acides développés. Comment l'aider? Tu vas pouvoir donc apporter du soufre naturel, qui est un acidifiant doux. Tu peux également ajouter du compost de fruits acides, du marc de café bien composté, du purin. Ce sont vraiment des éléments qui sont riches en matière organique, qui sont légèrement acidifiantes. Ça va permettre de baisser très lentement le pH en surface, de rendre certains nutriments comme le fer, le manganèse plus disponibles et de nourrir la vie, donc vie microbienne acidophile. Tu peux également pailler avec des feuilles acidifiantes comme les feuilles d'ortie, de pin, de chêne, châtaignier, aiguilles de conifères. Tu peux utiliser de la sciure ou des BRF de résineux, donc à utiliser avec parcimonie. Leur décomposition lente en fait acidifie doucement le sol tout en protégeant de la sécheresse et en apportant donc de la matière organique. Voilà, c'était une vidéo un peu longue avec beaucoup d'explications. J'espère que tu as réussi à suivre jusqu'à la fin. Tu as tout écrit sur mon blog. Tu as également les documents qui sont disponibles en téléchargement sur mon blog. L'idée étant justement te permettre d'avancer sur ton autonomie alimentaire. Et je pense vraiment que le fait d'apprendre à connaître sa terre, c'est vraiment l'élément de base. Parce que au départ,
Il y a déjà la vidéo que je t'ai faite pour comment choisir son terrain et surtout ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites. Et ensuite, il y a connaître son terrain, connaître sa terre, parce que sans ça, tu peux pas progresser, à moins que tu aies la chance d'avoir une magnifique terre et que tu n'as rien à faire, petit bédard ou bénarde. Mais si c'est pas le cas, si tu es comme moi, que tu as besoin justement de travailler ta terre sans travailler le sol, mais d'amener de la matière pour améliorer ton sol, pour justement avoir davantage de légumes, davantage de fruits, et cela tous les ans, il faut quand même travailler et nourrir son sol. Alors bien sûr, cela se fait pas en une journée, en une année, ça se prend sur le temps, mais c'est comme pour nous, pour notre santé, je veux dire, c'est pas parce qu'on prend, on va faire, on va dire une cure pendant 3 semaines que voilà, c'est bon, tous les problèmes sont résolus. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que ce soit en santé ou dans son potager, tout prend des mois, voire très souvent plutôt des années, pour rectifier en fait les erreurs qu'on aurait pu faire dans le passé ou là rectifier sa terre. Donc là aujourd'hui, je t'invite vraiment à débuter, si tu ne l'as pas déjà fait, ces recherches en fait d'exploration sur ta terre. Prends une feuille blanche, un carnet, peu importe, note la date du jour et suis en fait ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est-à-dire fais les tests, fais le test du bocal en fait suivant les différentes zones potagères que tu vas faire. Comme moi par exemple, j'ai donc l'allée des cucurbitacées, j'ai la walipini, j'ai mon potager des annuels, j'ai mon potager des perpétuels, j'ai mon allée des plantes médicinales et aromatiques et j'ai mon allée sur ma zone des rocailles. Donc tu vois, ça fait plein de zones différentes et ce sont donc suivant les plantes que je vais mettre en place une terre un peu différente. Donc je vais pour chaque zone en fait améliorer au fur et à mesure donc du temps, mais en restant vraiment sur ma liste stricte pour arriver à avoir des résultats. Donc voilà, commence à faire des prélèvements dans les différentes zones que tu souhaites mettre chez toi sur ton terrain. Et puis, note-toi par rapport à ce que je t'ai dit ou regarde sur le blog ce que j'ai noté. Il y a vraiment plein d'infos également sur l'article du blog. Et note vraiment tout ce que tu as besoin de mettre en place aujourd'hui et puis au fur et à mesure des semaines, des mois. Ça va vraiment te permettre d'aller au bout parce que très souvent on se dit bon on devrait le faire puis on reporte et on n'avance pas. Donc vraiment prends des notes et tu vas voir ça va te motiver justement à avancer, notamment si tu mets par exemple le pH, l'acidité de ton sol ou pas. En fait le fait d'avoir ça noté, je trouve que c'est une certaine motivation. Ou alors fais comme moi, tu en parles sur les réseaux, c'est une super motivation pour se booster, pour bosser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses. Voilà, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Petit instant pub avant de terminer cette vidéo. Je suis donc autrice, donc n'hésite pas à aller découvrir mes livres. Ils sont disponibles sur Amazon en version numérique et version papier, et également dans toutes les autres librairies en version papier et également sur mon site lehadelachouette.com. Je t'invite également, si ce n'est pas encore le cas, d'aller me rejoindre sur ma page Instagram. En fait, Instagram, je l'utilise un peu comme un journal de bord. C'est-à-dire que tous les jours, tu peux voir mes stories, mes réels, pour voir ce que je fais chaque jour. Parce que tu vas voir, je bosse beaucoup, ça avance doucement, mais pourtant c'est plein de petites actions. Et tout cela, en fait, je le partage dans mes stories sur Instagram.